comme à notre habitude d'être de Family, un tonnerre d'applaudissements pour eux, vraiment. Ils le méritent grave. Et puis après, on prendra, j'espère, beaucoup de questions et beaucoup d'interactions avec deux personnes top. Bonjour tout le monde, merci d'être là aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler d'argent, de paiement. Souvent, c'est un sujet qui intéresse pas mal les boîtes parce que quand elles ont un problème de paiement, elles ont un vrai problème. Alors je vais dire juste un mot sur Stripe, juste pour vous dire un peu qui est ici. Et ensuite, on parlera plus de Stripe, on parlera de paiement de manière générale. Donc Stripe, c'est une boîte qui a été fondée en 2010 aux États-Unis, basée à San Francisco. On a levé 200 millions de dollars jusqu'à aujourd'hui, série C actuellement. On processe des milliards annuellement aujourd'hui dans le monde entier. On bosse pas mal avec des partenaires, enfin on a des clients qui commencent à être très très gros aujourd'hui. Je pense que vous en connaissez quelques-uns qui sont là, donc les Twitter, Facebook, Apple, Instacart, Kickstarter et bien d'autres. Mais on est aussi très connu pour notre implication dans le monde startup et dans l'écosystème tech. Aujourd'hui, on est la solution privilégiée chez Y Combinator. On a plus de 90% des boîtes qui passent par YC qui utilisent Stripe. Pareil chez 500 Startups, pareil chez Techstars. Aussi, beaucoup de startups de famille utilisent Stripe. Donc on est vraiment impliqué dans l'écosystème tech et notamment dans les solutions de paiement pour startup. Juste un mot, moi je suis Guillaume, donc patron France et Europe du Sud de Stripe. J'ai commencé chez Stripe il y a 1 an. Et là c'est Olivier, donc responsable des opérations en France. On arrête de parler de Stripe, on va parler paiement. Alors, pourquoi est-ce que le paiement c'est si important? Parce que certains peuvent se dire ouais, le paiement c'est un peu une commodité, aujourd'hui c'est facile de se faire payer sur Internet, etc. Je vais vous prendre quelques exemples de boîtes que vous connaissez tous pour vous montrer à quel point le paiement dans leur façon de se développer, dans leur stratégie a été en fait critique. Amazon pour commencer. Vous connaissez tous le One Click d'Amazon, ce bouton qui permet en fait, une fois que vous êtes client d'Amazon, de sauvegarder vos infos de carte bancaire. Ça commence à être un peu vieux, mais qui vous permet concrètement à un feu rouge d'acheter ce que vous avez besoin d'acheter en un clic. Ça, c'est depuis qu'Amazon a mis ça en place. En fait, on ne le sait pas, mais Amazon, depuis qu'ils ont mis ça en place, ça a explosé encore plus qu'avant. Okay, un simple truc de paiement a permis à Amazon de devenir ce que c'est aujourd'hui. Ensuite, Kickstarter. Kickstarter, aujourd'hui, la beauté de Kickstarter et ce qui a fait son succès, c'est le modèle qui consiste à dire on va récolter des fonds pour un projet et seulement quand on aura atteint les fonds nécessaires à ce projet-là, on débloquera les fonds et ce projet aura accès à tous ces fonds. Pourquoi ça a été révolutionnaire? C'est parce que, en fait, du coup, tous les projets soutenus par Kickstarter sont en fait voués à être financés à la hauteur de ce dont ils s'attendaient. Contrairement à d'autres modèles où si tu demandais 100 et que tu te retrouvais avec 2, tu prenais tes 2, mais du coup, tu ne réalisais pas le projet et du coup, les projets étaient moins successful. Ça paraît, en termes de paiement, c'est des mécaniques qui ont l'air simples, mais qui ne sont pas si simples que ça. D'arriver à conserver des fonds jusqu'à ce qu'on atteigne une limite, de les verser à ce moment-là, et si on n'atteint pas la limite, on les reverse à son propriétaire. C'est une problématique de paiement hyper clé là. Airbnb, c'est pareil. Par définition, le tourisme, c'est une industrie, on va acheter un produit, on va être situé à un endroit de la planète et on va acheter un service qui va être en fait à un autre endroit de la planète, avec toutes les problématiques de devises, de transfert de fonds, etc. que ça implique. Et le deuxième élément d'Airbnb, c'est qu'en fait, vous êtes débité qu'au moment où en fait, vous arrivez grosso modo dans l'appartement, vous n'êtes pas forcément débité avant. Tout ça, c'est encore une fois des problématiques de paiement qui ont l'air simples, mais qui sont hyper difficiles à mettre en place. Et tout ça, c'est encore des choses qui ont permis à Airbnb de devenir ce que c'est aujourd'hui. Si Airbnb n'avait pas pu faire de paiement cross-border, on serait malin à faire notre Airbnb en France, et puis les Allemands en Allemagne, etc. etc. Dernier élément, tous les business de SaaS, de souscription. Vous connaissez tous ou pas Algolia qui est passé par ces murs, Heroku et d'autres. C'est des business qui ont des problématiques particulières aussi. Vous êtes un abonnement, vous voulez faire des réductions, les 3 premiers mois gratuits. Vous voulez faire les 3 premiers mois à moitié prix. Vous voulez faire des abonnements avec un prix mensuel, et puis tiens, si tu prends à l'année, ça va te revenir un peu moins cher que le prix mensuel si tu prends au mois. Toutes ces problématiques, c'est des problématiques assez complexes, pareil, qui, pour être successful, faut arriver à les mettre en place quand vous vous appelez Algolia. Et donc, vous avez besoin d'un payment provider qui vous permet de le faire. Donc, tout ça pour dire que
que beaucoup des business models que vous voyez aujourd'hui, qui sont des gros succès du web et que vous verrez demain, ont des problématiques paiement qui sont critiques dans l'expérience consommateur notamment, et qui leur permettent de se distinguer par rapport à leurs concurrents. Donc aujourd'hui, on va vous parler de 3 choses. On veut vous parler essentiellement de comment, si vous êtes une start-up, comment réfléchir au paiement et à la solution de paiement que vous allez choisir et comment l'implémenter pour faire 3 choses. 1, get stuff done. On vous dit sans arrêt, une start-up, il faut aller vite, il ne faut pas buter sur des éléments, il faut aller vite quand vous pouvez aller vite, même si ça coûte un peu plus cher, il faut aller vite. 2, votre expérience utilisateur. Je viens d'aborder quelques éléments là-dessus à l'instant, mais comment optimiser votre expérience utilisateur, notamment au niveau du paiement. Et troisièmement, pourquoi se limiter à un marché local si vous pouvez tout de suite avoir accès à un marché global qui en fait va être un de vos plus gros leviers de croissance si vous pouvez le faire de manière instantanée. On va parler de ces 3 choses-là dans la demi-heure qui vient. Alors, get stuff done. Aujourd'hui, on se dit, quelqu'un qui n'est pas familier avec le paiement, il se dit, tiens, d'accepter des paiements sur mon site, ça doit être assez simple. Au final, ça a l'air assez simple vu de l'extérieur. Il faut que je récupère des numéros de carte bleue, une date d'expiration, éventuellement un CVC et en avant. En fait, ce n'est pas vraiment si simple que ça. Quand vous parlez de données hyper confidentielles, quand vous parlez en fait d'un système financier qui structurellement est assez complexe, il y a pas mal de choses à faire si vous voulez mettre en place une solution de paiement. En tout cas, avec la plupart des solutions de paiement qui sont proposées aujourd'hui. Il faut mettre en place des contrats avec des banques, il faut mettre en place des contrats avec d'autres banques, il faut mettre en place un gateway techno, il faut attendre quelques jours, quelques semaines avant que tout le monde reçoive les documents. Il faut mettre en place un process PCI DSS qu'il va falloir auditer tous les ans, etc., etc. Peut-être un dernier élément, c'est le numéro 5, là, c'est en fait, vous faites tout ça, ça va vous prendre quelques mois pour la France, mais demain vous voulez commencer à bosser aux US, vous voulez étendre votre produit aux US, rebelote. C'est pas si simple en fait. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est un peu le dernier problème d'infrastructure du web, de notre point de vue, c'est de dire aujourd'hui vous voulez commencer un site web, vous avez plein d'outils pour le faire en 5 minutes. Weebly, vous avez Shopify, etc., etc., etc. Vous voulez faire un peu de design, pareil, vous avez plein d'outils qui sont tout faits pour le non-dev, etc. Le paiement, c'est un des derniers endroits où en fait c'est compliqué. C'est pas vraiment du plug and play historiquement, et c'est un des problèmes qu'on essaie de résoudre. Comme je vous disais à l'instant, ça peut être un peu une galère. Je vais passer vite là-dessus, mais c'était juste pour dire qu'en fait, les gens qui ont essayé, en fait, ils s'en sont rendus compte. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte, nous, qu'il y a pas mal de boîtes qui ont essayé de mettre en place des solutions de paiement qui, en fait, au bout d'un moment, en fait, laissent tomber leur idée de business. Parce qu'en fait, c'est un obstacle de plus pour commencer votre business. Alors, il y a plusieurs choses. Du coup, moi, je vais essayer d'être assez pratique. Il y a plusieurs conseils qu'on aurait à vous donner. C'est de bien réfléchir avant à comment vous choisissez votre solution de paiement et choisissez celle qui vous permet le plus rapidement d'encaisser de l'argent. Vous connaissez ou pas tous un peu les principes du Lean Startup, qui est de dire qu'il faut aller vite. Il faut aller vite pour tester votre produit, il faut aller vite pour tester le marché, il faut aller vite pour tester le product market fit. Et la solution de paiement, clairement, ça ne doit pas être un obstacle à ça. Il y a des solutions de paiement aujourd'hui qui vous prennent des mois à mettre en place, notamment au niveau de tout le paperwork. Vous imaginez bien, et je ne vais pas vous faire un dessin, il y a pas mal de banques françaises ou un peu old school qui vont vous demander un tas de papiers. C'est la réalité aujourd'hui, envoyé par la poste, etc., etc. Et puis il y a des solutions qui prennent 5 minutes en fait, où c'est une inscription online. Ça c'est un premier élément, juste pour être un peu concret. Un deuxième élément, c'est l'intégration technique. Pareil, il y a des solutions qui vont vous demander d'installer un logiciel, d'installer en gros des logiciels sur votre site, etc., qui vont vous prendre des mois à installer. Puis il y a des solutions type API qui vont être beaucoup plus immédiates. Et vous êtes codeur ou vous ne l'êtes pas, je pense que si vous lisez les quelques lignes de code, vous allez comprendre à quel point, en fait, vous allez arriver à comprendre ce qu'on vous demande, entre guillemets, pour faire une transaction par rapport à d'autres solutions qui sont beaucoup plus complexes. Je vais passer la parole à Olivier, et je reprendrai la parole un peu vers la fin. Donc vous l'avez compris, en termes d'installation, donc il faut faire absolument attention au temps que ça prend à intégrer ou au temps que ça prend à avoir votre dossier accepté par le prestataire de paiement et éventuellement par une banque. Ensuite, nous, ce qu'on voit, c'est que souvent les gens sous-estiment aussi tout le travail
qui peut potentiellement vous être demandé pour toutes les petites tâches du quotidien. Concrètement, à partir du moment où vous acceptez les paiements, je suis prêt à vous assurer que la première semaine, vous aurez un client qui sera mécontent. Donc, concrètement, ce client, il va vous demander un remboursement, il va vous demander un code promo. Tout ça, en fait, souvent, on n'y pense pas, mais si vous avez à le coder à la main, c'est vraiment beaucoup de travail pour quelque chose qui n'est pas vraiment votre valeur. De même, il y a plein de fonctionnalités comme des reçus par email, des paiements qui ne passent pas. Vous voulez inviter un membre de votre équipe pour qu'il puisse faire des remboursements ou gérer les virements bancaires, ou tout simplement, vous voulez exploiter vos données. Donc nous, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment lorsque vous choisissez un service de paiement, c'est de lui demander comment est-ce que vous gérez ça, est-ce que j'aurais moi mal codé ou est-ce que vous avez déjà un tableau de bord ou quoi que ce soit qui me permette de ne pas avoir à passer des heures dessus et juste à me concentrer sur mon business. Un deuxième point qui est important, et ça c'est de manière plus générale, de plus en plus les meilleurs services web, c'est des plateformes davantage que des simples produits. C'est-à-dire que vous ne choisissez pas simplement un produit qui vous permet d'accepter les paiements, mais tout un écosystème d'outils qui sont super pratiques et qui vont résoudre des problématiques complexes, mais que vous aurez pour votre business, et qui se plug en fait facilement à votre prestataire de paiement et qui fait que vous n'avez même pas à écrire une ligne de code. Simplement, vous aurez par exemple à calculer des taxes, calculer des impôts, calculer une TVA. Vous aurez peut-être à envoyer des factures ou à faire du paiement par facture. Vous aurez très probablement, puisque vous êtes une start-up, des métriques particulières à calculer et à interpréter. Et il y a plusieurs maintenant, quelques prestataires de paiement qui en fait se permettent très facilement à des applications, comme vous voyez sur la droite, de se plugger donc, à votre donnée de paiement et à vous permettre donc en un clic d'accéder à ces outils. Un exemple simple, ça c'est un outil qui marche très bien avec Stripe qui s'appelle Baremetrics. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont rendus compte que pour tous les business SaaS, ce qui est vrai d'ailleurs, c'est qu'on vous dit, c'est qu'il faut avant tout calculer les métriques, les calculer bien, les traquer au fur et à mesure dans le temps, et que ces métriques, c'est souvent en fait un peu les mêmes, c'est-à-dire que c'est un Monthly Recurring Revenue, MRR, c'est une Lifetime Value de vos clients. Tout ça, ce qu'on voit, nous, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui le calculent à la main, en fait, qui font des Excel. Et ça, c'est peut-être intéressant au début pour comprendre comment sont construites les métriques, mais c'est le genre de process typiquement qu'il faut rapidement automatiser si vous ne voulez pas perdre de temps et vous concentrer sur votre produit. Donc ça, très concrètement, ça permet aux utilisateurs Stripe, en un clic, d'obtenir toutes les métriques à jour avec un super dashboard pour leur business de SaaS d'abonnement. Alors la deuxième grande partie de notre présentation, c'est qu'on aimerait vous parler un peu d'expérience utilisateur pour le paiement. Donc vous le savez tous, une bonne expérience utilisateur, c'est une expérience utilisateur qui est simple, qui ne surprend pas, qui ne fait pas peur. Si vous y réfléchissez un petit peu, en fait, en matière de paiement, c'est tout particulièrement important. Vous demandez quand même un effort énorme à vos clients lorsque vous leur demandez de sortir leur carte de leur portefeuille et de payer pour un service. Donc il faut faire absolument attention en termes d'expérience utilisateur. L'une des premières choses que nous on voit, c'est que souvent les formulaires de paiement sont en fait trop complets, ont trop d'informations. Par exemple, vous regardez sur la gauche, on va vous demander votre type de numéro de carte, le nom qu'il y a sur la carte, parfois une date de début de la carte parce que certains types de cartes le demandent. Et en fait, ça, il faut absolument l'éviter parce que en fait, tout champ de formulaire en plus que vous demandez, c'est en fait autant de raisons que votre utilisateur a d'abandonner le paiement et de se dire je laisse tomber, c'est trop compliqué, je passe à autre chose. Typiquement, le type de carte. Le type de carte, c'est dingue quand on y réfléchit. Moi, je le vois presque tous les jours lorsque je fais des paiements en ligne en France, alors que sur votre numéro de carte, le premier chiffre, ça dit votre type de carte. Ça dit numéro 4, c'est une Visa, numéro 3, c'est une American Express, numéro 5, c'est une Mastercard. Pourquoi alors demander, et surtout sur un utilisateur mobile, de ce choix? Pareil, le nom de la carte. En fait, le nom sur la carte, il est surtout utilisé en physique pour contrôler que c'est bien vous, la personne à qui appartient la carte. Mais en fait, en réalité, sur le paiement en ligne, c'est une information qui est très très peu importante et en particulier en Europe où elle est très peu utilisée.
Là, il n'est pas sur ce slide, mais l'adresse de facturation. C'est pareil, c'est un peu utilisé aux États-Unis pour des raisons de lutte antifraude. En France, l'adresse de facturation, presque aucune banque ne l'utilise encore. Alors là, un autre sujet qui est particulièrement en France a encore du mal à être intégré, c'est qu'il ne faut absolument pas rediriger vos utilisateurs. Comme je vous disais tout à l'heure, le paiement, on le voit, avec tous les tests utilisateurs, c'est vraiment un sujet d'anxiété. Donc dès que vous surprenez votre utilisateur, dès que vous lui montrez un design pour lequel il n'est pas familier, ça l'angoisse et il se rappelle qu'effectivement, il ferait mieux de ne pas payer et de passer à autre chose. Donc ça, il y a deux raisons principales pour lesquelles il ne faut pas rediriger vos utilisateurs. Tout d'abord parce que de manière générale, c'est exécrable pour l'UX. Donc comme je vous ai dit, vous allez le surprendre, vous allez l'envoyer vers un design qui n'est pas du tout similaire au vôtre. Et ça, inconsciemment, l'utilisateur il va se dire, mais est-ce que je paye pour la bonne chose? Est-ce que les deux sites sont bien connectés? Enfin, nous, ce qu'on voit très concrètement sur les redirections, c'est des chutes de 5 à 40% du taux de conversion lorsqu'il s'agit de ce genre de page sur des sites de banque. La deuxième explication pour laquelle il ne faut pas rediriger, celle-ci, elle est un peu plus perverse, c'est qu'historiquement, en fait, les services de paiement avaient deux types d'activités. La première, vous la connaissez tous, c'est des formulaires de paiement pour accepter les paiements pour un site. Et le deuxième type d'activité, c'est une activité B2C de portefeuille qui permettait en fait en peer-to-peer d'échanger de l'argent. Et donc ce qui se passe, et c'est encore des gros prestataires de paiement qui le font aujourd'hui, c'est lorsque votre utilisateur rentre son numéro de carte bleue sur votre site, en fait ils ont envie de le rediriger vers un site qui est co-brandé avec le leur pour en fait l'inciter à utiliser leur autre produit. Et donc ça comme vous l'imaginez, c'est pas terrible en termes de branding et en termes d'expérience utilisateur. Donc là, nous, on a un exemple concret, c'est une startup très sympa britannique avec laquelle on a commencé à bosser il y a 6 mois, qui donc avait avant un prestataire qui faisait de la redirection et en plus de surcroît vers une page de paiement co-brandée avec leur prestataire de paiement. Ils sont passés chez nous, donc ils ont leur formulaire sur leur site. Et ils ont vu un taux de conversion de plus de 17% avec ça. Alors maintenant, on va passer au sujet mobile. Donc ça, je pense que le constat, vous l'avez, j'espère tous en tête, c'est que le mobile, c'est même pas que c'est important, c'est qu'il faudra évidemment commencer par ça. Il faut commencer par ça maintenant, il faudra commencer par ça à l'avenir. Ça, c'est un graphe qui est intéressant parce que ça montre donc la croissance du nombre d'utilisateurs mobiles dans le monde. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en 2020, ce que les analyses prédisent, c'est que tous les utilisateurs Internet auront un smartphone. C'est-à-dire peut-être qu'effectivement, ils continueront à surfer un petit peu sur un laptop, mais ils auront à un moment ou à un autre l'utilisation d'un smartphone, et donc non seulement pour surfer, mais aussi pour payer. Donc, et c'est pour ça que vous entendez maintenant toutes les grandes boîtes de la tech qui passent en mobile first, parce que ça devient maintenant tout simplement un impératif. Et pourtant, aujourd'hui, il y a un constat qui est vrai dans la plupart des pays dans le monde, et tout particulièrement en France, c'est que les utilisateurs mobiles, ils attirent le trafic, mais ils n'attirent pas forcément la conversion. Et donc, il y a beaucoup de commerçants qui commencent à se demander comment est-ce qu'on fait pour avoir les mêmes taux sur PC et sur mobile. C'est tout particulièrement en France, je suis tombé sur un chiffre récent de Criteo qui disait que pour le moment, ce qu'ils observaient, c'est un taux de conversion de 1/3, donc 3 fois moins important sur mobile que sur laptop. La raison, elle est en grande partie, c'est ce formulaire en fait. C'est dans le pire des cas, vous l'avez déjà vu, ça je l'ai fait ce matin, là, ce screenshot. C'est des sites qui pourtant ont une UX pas mal sur le reste du site, font attention à pas trop faire peur à l'utilisateur. Et dès qu'on passe sur la page paiement, on tombe sur une page qui soit, dans le pire des cas, pas du tout responsive, soit qui a 3 fois trop d'informations et avec un tout petit clavier sur téléphone, c'est pas du tout pratique de taper son numéro. Donc, si on a 2 conseils à vous donner aujourd'hui, c'est tout d'abord de faire très attention en termes de design, avoir un design spécifique au mobile,
Et le deuxième, c'est de plus que possible donc de permettre le one-click payment, et en particulier pour les apps et les sites mobiles. Donc ça, c'est une liste de petits conseils que nous, qu'on a A/B testé sur toute notre base d'utilisateurs et qui sont pas mal. Le premier, c'est le plus que possible, c'est de faire tenir vos formulaires de paiement mobile sur une seule page, sur une seule vue. C'est-à-dire que l'utilisateur n'est pas à scroller trop loin, puis ensuite revenir. Ça, généralement, ça leur prend du temps et ça angoisse, et donc tout simplement, les gens quittent. Le deuxième petit conseil, c'est pour que ça soit instinctif à l'utilisateur lorsqu'il remplit le formulaire, c'est de mettre des placeholders. Vous voyez, sur email, mettre un exemple d'email. Sur un exemple de carte, mettre un exemple crypté avec des petits symboles pour lui faire comprendre que c'est une information sensible. Autre conseil, c'est sur portable, c'est utiliser le plus possible la possibilité d'avoir un clavier en lettres ou un clavier numérique. Ça, concrètement, dès que vous avez un numéro à taper comme le CVC, le numéro de carte, c'est en fait beaucoup plus simple pour l'utilisateur de l'utiliser. Autre conseil, c'est effectivement limiter le plus possible l'entrée, l'écriture de caractères par vos utilisateurs. Et là, il y a deux fonctionnalités qui maintenant sont assez pratiques, c'est l'autocomplete et le scan de carte de crédit. Autocomplete, il y a plusieurs possibilités. Typiquement sur un email, ce que vous pouvez, c'est proposer les noms de domaine les plus communs. Lorsque la personne tape Olivier@g, lui proposer Gmail pour qu'il ait simplement à cliquer et pas écrire la fin du mail. Pareil sur des adresses avec l'API de Google Maps, vous pouvez facilement faire de l'autocomplete sur adresse, et ça sur portable, c'est quand même assez pratique. La deuxième fonctionnalité qui est utile pour minimiser l'input que vous demandez à vos utilisateurs, c'est de scanner les cartes. Ça, il y a plusieurs services qui permettent de le faire. Maintenant, Apple le propose aussi sur iPhone en natif. Et ça, nous, on voit qu'effectivement, ça augmente les taux de conversion lorsque l'utilisateur n'a pas à rentrer son numéro de carte, mais il peut le scanner. Le dernier point, Reassure, c'est encore une fois pour limiter toute l'angoisse qu'il y a vis-à-vis du paiement, et en particulier quand c'est sur mobile. Il y a deux choses qui peuvent être simples à faire. Simplement, c'est avoir des messages d'erreur les plus simples, les plus précis possibles. Lorsque l'utilisateur, dès le début, a rentré 15 chiffres pour sa carte et pas 16, c'est de simplement lui dire attention, probablement il faut que tu en mettes un autre. Ou lorsqu'il rentre une date expirée, c'est avant même qu'il clique sur le bouton payer que vous lui dites attention, on est en 2015 et donc 2014 ne passera pas. Et enfin, le deuxième point pour assurer, c'est donner du feedback à l'utilisateur. Ça, c'est du feedback, c'est un moyen de dire lorsque le paiement est passé, lui mettre une image sympa pour lui dire le paiement est passé, c'est bon, il n'est pas passé 2 fois, vous avez été bill. Et vous pouvez passer à autre chose. Là, c'est juste pratique, c'est sur le point des validations en termes de nombre de caractères pour le numéro de carte ou pour la date d'expiration. C'est qu'on a open sourcé une librairie jQuery qui permet très facilement de faire ça, qui s'appelle jQuery.paiement, et qui vous permet de ne pas avoir réinventé la roue sur ça et de simplement, en quelques lignes, de valider que les informations de vos utilisateurs sont correctes. Le deuxième point qui est important sur mobile pour avoir une bonne UX, c'est de proposer le plus possible le one-click payment. Là, pour vous illustrer ça, je vais vous parler un petit peu d'Apple et de sa stratégie. Apple, c'est intéressant parce que, en fait, avec l'Apple Store et le one-click payment, ils ont résolu un des problèmes qui étaient les plus récurrents de l'industrie du paiement, c'est en fait le problème des micro-paiements. Si on prend un exemple, concrètement, on vous demande de payer 0,99 € pour une carte. Si jamais vous deviez rentrer votre numéro de carte pour payer 0,99 €, ça n'en vaut pas la peine en fait. C'est un effort qui est trop important. Et l'année dernière, et donc Apple a d'abord commencé avec un système de mot de passe et ensuite un système d'empreinte digitale qui s'appelle Touch ID, de permettre donc de payer ultra facilement sans avoir à chaque fois à rentrer son numéro de carte. Et maintenant, ce qu'eux ils observent, c'est que ça marche extrêmement bien. Et donc l'année dernière, par exemple, Tim Cook, le CEO d'Apple, disait que sur les 800 millions de comptes iTunes qui étaient créés, la très grande majorité en fait avaient des cartes sauvegardées attachées. Et donc maintenant, vous avez probablement tous entendu parler d'Apple Pay, qui pour le moment n'est pas encore disponible en Europe, mais qui arrive, je pense, bientôt.
Apple Pay, en fait, ça va être la même chose, mais non seulement pour l'App Store, mais aussi pour toutes les autres applications mobiles ou pour du paiement physique, pour faire que le paiement one-click soit beaucoup plus simple à installer sur mobile. Alors un dernier point, c'est sur le point de la fraude. Ça aussi, on a remarqué que c'est souvent un point que sous-estiment les startups lorsqu'elles se lancent. Pour être clair, dès que vous aurez du paiement en ligne, et un peu de succès, vous aurez des gens qui vont essayer de vous frauder. La fraude la plus commune, c'est des personnes qui vont télécharger un Excel de 10 000 cartes bleues qui viennent un peu partout dans le monde et qui vont soit les écrire une par une dans votre fleur de paiement ou écrire un script pour tout tester. Ça arrive à chaque fois, et la manière dont on gère la fraude, c'est ce qui fait que votre service peut cartonner ou ça peut être un désastre financier. Jusqu'à présent, la manière de lutter la fraude, c'était une manière un peu bête et méchante. C'était de se dire, bon, a priori, si quelqu'un a un IP que non seulement j'ai pas vu, qui vient d'un pays étranger et que la personne n'a jamais acheté, bon, bah, tout simplement, je vais bloquer le paiement. Bon, c'est assez efficace, mais le problème, c'est qu'après, en termes de taux de conversion, c'est pas excellent parce que vous perdez aussi pas mal d'utilisateurs que vous auriez pu monétiser et bon, bah, qui sont bloqués alors même qu'ils ne sont pas forcément frauduleux. Maintenant, il y a plusieurs services qui permettent de la prévention de fraude qui est plus intelligente. Très concrètement, qui utilisent en fait des systèmes de machine learning pour apprendre peu à peu, à partir des exemples passés de fraude, quels sont les patterns que l'on observe pour votre site particulier et donc bloquer ces fraudeurs potentiels. Nous, on a un client qui s'appelle Humble Bundle qui en fait était très prompt à la fraude parce qu'il faisait de la vente de services entre guillemets digitaux, c'est-à-dire de jeux, de petites images, et en passant donc d'un système un peu bête et méchant où il bloquait simplement tous les IP qui venaient de pays un peu dangereux, à un système plus fin ou avec du machine learning. Nous, ce qu'on a observé, c'est qu'ils ont perdu 80% en pertes liées à la fraude. Et je vous assure, pour un business comme celui-là, c'est vraiment énorme. On va finir avec le sujet World. Donc en fait, il y a un sujet qui est souvent, quand on commence une startup, on a juste envie que ça pick up, que ça marche quelque part, quoi. Donc on a une tendance naturelle à se dire, bah, je vais commencer par le marché que je connais le mieux, par exemple la France, et je vais voir comment ça se passe là, et puis ensuite je verrai comment je m'étends à l'international, si ça marche bien, etc. Moi, l'argument que j'ai envie de faire ici, c'est de vous dire, si je pense local, pourquoi pas penser global dès le départ, et ça pour deux raisons. Votre marché adressable, il peut être juste, combien ça fait là, 50, 500, il peut être 30 fois plus gros. Et deux, en fait, plus vous avez un marché adressable qui est gros et divers, plus vous allez pouvoir avoir des surprises aussi sur des pays ou des cultures qui vont pick up votre product alors que vous n'y aurez jamais pensé, quoi. Aujourd'hui, la France, ça représente un petit peu la taille des marchés e-commerce dans le monde. Typiquement, la France, aujourd'hui, on a un marché e-commerce qui est de 50 milliards. Concrètement, il y a 50 milliards d'euros qui transitent, ou de dollars, qui transitent sur le web en France, donc de paiement. Si on regarde un petit peu au-delà de nos frontières, si on regarde à l'Europe, c'est 7 fois plus. On est à 350. Si on rajoute les US, on est à 700. Si on rajoute le reste du monde, on est à 1400. Donc en gros, on a un facteur 2 qui est assez intéressant. On a un facteur 7 entre la France et l'Europe, et ensuite on a un facteur 2 à chaque fois. Alors c'est bien gentil tout ça, mais oui, je vous ai rien appris. Effectivement, si on va pour un marché global, c'est tout de suite un peu plus gros. La question, c'est comment est-ce qu'on peut aller dès day one vers un marché global sans se prendre la tête. Et en fait, il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est, je vais commencer par un exemple, c'est Always Riding. C'est une boîte US, une startup US qui s'est montée dans les fringues et accessoires pour gens qui faisaient du vélo. Alors, plutôt en mode San Francisco, le Fixie, etc. En fait, ils se sont rendus compte que le Japon était un marché assez intéressant pour eux. Ils ont commencé à vendre au Japon, mais ils vendaient en USD au Japon, en dollars américains, parce qu'en fait, leur système de paiement était limité au dollar américain. Ils ont fait un truc qui a augmenté leur taux de conversion de 50% au Japon. Un truc. C'est que du jour au lendemain, ils se sont mis à vendre en yens.
50% de taux de conversion en plus. Concrètement, les Japonais, comme beaucoup d'autres dans le monde, sont plus à l'aise à payer dans leur monnaie que dans une monnaie étrangère comme l'USD ou l'euro, etc. Je vous apprends rien, mais 50% c'est énorme en fait. Donc le premier truc, c'est assurez-vous peut-être de partir sur une solution de paiement qui vous permet d'ores et déjà de vendre dans toutes les monnaies du monde. Aujourd'hui, il y a à peu près 140 monnaies, 150 monnaies sur la planète. Si vous pouvez d'ores et déjà vendre dans toutes les monnaies, c'est déjà ça de gagner. Il y a un deuxième élément intéressant et qu'on ne sait pas forcément quand on ne s'intéresse pas au paiement, c'est qu'en fait, la carte, le paiement par carte, c'est un truc qui est très western. Les US payent beaucoup par carte. L'Europe de l'Ouest paye énormément par carte. Quand je dis l'Europe de l'Ouest, c'est UK, France, Espagne, Italie, Suisse. Mais plus vous dirigez vers l'Est ou plus vous dirigez partout ailleurs, en fait, les gens ne payent pas par carte. Donc typiquement au Kenya, par exemple, les gens ils payent par un système qui s'appelle M-Pesa. C'est un système sur mobile qui n'est pas du tout de la carte. Et en Chine, par exemple, les gens payent avec un truc qui s'appelle Alipay. En fait, les gens payent par deux trucs en Chine. Je prends l'exemple de la Chine parce que je trouve qu'il est assez parlant. Les gens payent par des systèmes en fait, qui appartiennent à des grosses boîtes de l'Internet chinois. Il y en a deux, il y a Tencent et Alibaba. Alipay, c'est le système de paiement d'Alibaba, qui est en fait devenu cross-platform. Ce n'est pas que sur Alibaba que vous payez par Alipay. Et Tenpay, c'est le système de paiement de Tencent, avec une originalité autour du nom. Et en fait, les gens en Chine payent par Alipay. Aujourd'hui, vous avez 500 millions de Chinois qui ne payent que par Alipay quand ils payent sur Internet. C'est un marché qui est juste 10 fois plus gros que celui de la France. Si aujourd'hui, si vous comptez vendre en Chine et que vous ne proposez pas Alipay comme mode de paiement, vous ne vendrez pas en Chine. C'est aussi simple que ça. Donc non seulement il y a les monnaies, prenez bien en compte, faites bien attention de proposer les monnaies pour les pays de destination, mais aussi les modes de paiement. J'ai pris l'exemple du Kenya, je prends l'exemple de la Chine, mais un dernier exemple qui est beaucoup plus proche de nous, c'est l'Allemagne. En Allemagne, les gens ne payent pas par carte bancaire sur Internet. Carte bancaire, c'est 15% à peu près de ce que les gens payent sur Internet. La grosse majorité, c'est des systèmes de virement bancaire. En fait. En Allemagne, c'est développé depuis très longtemps des systèmes où je te fais un virement ou alors à la limite même, je te donne l'autorisation d'aller chercher X euros sur mon compte. Donc c'est des systèmes de pur virement. Alors quand on en a l'habitude, comme les Allemands, ça passe très bien. Mais n'empêche que si vous voulez vendre en Allemagne, il faut être capable de faire ce genre de choses, de proposer ce type de mode de paiement. Voilà, moi, en fait, on a fait le tour. Je voulais juste finir avec une slide avec 2-3 chiffres. Parce que si vous avez un truc à retenir pour moi aujourd'hui, c'est le jour où vous montez votre startup, ou ceux qui ont déjà monté une startup, ne pensez pas au paiement comme étant une commodité. Ça, c'est une façon de le dire. Ou plutôt l'autre façon de le dire, c'est penser au paiement comme étant vraiment une source de valeur qui va vous aider à réaliser votre business model de la même manière qu'augmenter votre taux de conversion et réaliser ce que vous voulez faire au niveau international ou pas. J'ai mis quelques chiffres qui sont en gros juste récapitulés 2-3 chiffres que vous avez au cours de la présentation, mais concrètement, un système de paiement peut vous permettre à la fois d'être sur la gauche ici ou sur la droite. À vous de choisir, mais le choix du système de paiement en général se fait assez tôt dans le cycle de vie d'une boîte. Donc c'est un truc auquel il faut réfléchir tôt. Voilà, merci beaucoup. Et puis on est ravis de prendre des questions si vous en avez. Alors du coup, c'est quoi le process d'installation de Stripe, vu que ça ne doit pas prendre des mois? En fait, l'une des particularités Stripe, c'est qu'en fait, vous travaillez qu'avec nous. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'aller voir une banque ou d'aller voir des établissements techniques particuliers. Vous travaillez qu'avec nous et donc vous avez uniquement à remplir un formulaire qui vous prend 5 minutes et à partir de là, vous pouvez accepter les paiements en ligne. Ouais, en fait, c'est ça. C'est un formulaire sur Internet. Alors, on est plutôt sur la gauche ici. Les 5 minutes. Franchement, ça prend 5 minutes. Il y en a sûrement dans la salle qui ont déjà installé Stripe. Hein, donc, parlez-en avec eux. Et ensuite, l'intégration, ça prend vraiment quelques heures.
selon le type de business model que vous êtes en train de mettre en place. Alors une marketplace, c'est peut-être un peu plus long parce qu'il y a des problématiques un peu plus complexes, mais en général, ça se fait en quelques heures et à comparer à d'autres solutions qui sont vraiment de l'ordre du mois, quoi. Voilà. Merci. En fait, j'aurais une question par rapport à la conversion. C'est-à-dire qu'on utilise le service Stripe sur notre site internet. Si une personne vient d'Australie, la conversion au final pour cette personne-là sera automatique ou pas? C'est-à-dire le montant de la somme qu'elle est censée payer, c'est automatique ou pas? Oui. Ouais, nous, concrètement, à Stripe, on gère en fait plus de 130 monnaies. Et donc la conversion se fait automatiquement. Ça veut dire que ça vous permet à la fois de faire payer votre client australien en dollars australiens et vous de recevoir sur votre compte bancaire des euros. Et c'est nous qui nous occupons de l'entre-deux. En gros, le seul truc que vous avez besoin de renseigner, c'est votre RIB, enfin le RIB de votre site web, et puis vous recevez l'argent en euros sur ce compte. Vous gérez comment les renouvellements de cartes quand elles arrivent à expiration? Ça se fait automatiquement? Ouais, donc ça c'est une excellente question et peut-être pour le contexte pour tout le monde. En fait, effectivement, pour des business de souscription ou de SaaS, le fait que des cartes bancaires par définition arrivent à expiration, parce qu'il y a une date d'expiration, c'est un des gros facteurs de churn de ces business-là. C'est en fait le moins 40%, enfin c'est le 40%. Donc la question effectivement c'était comment on fait pour gérer ça. Et aujourd'hui en fait on a un produit qui est unique en fait, qui s'appelle le Card Updater, où concrètement en fait toutes les semaines on envoie au réseau Mastercard et Visa les cartes qu'on a en stock et elle nous renvoie pour celles qui arrivent à expiration dans la semaine qui vient la carte qui remplace en fait, le numéro de la carte et tout ça qui remplace. Donc ça marche en fait. On est en train de développer ça. De développer ça partout dans le monde. Aujourd'hui, ça marche super bien aux US, au UK. On est en train de le développer en France, mais concrètement, en fait, en tant que marchand, vous n'avez pas besoin de vous soucier. Nous, en fait, on va updater les cartes automatiquement pour vous. Et à aucun moment, on a besoin de demander l'autorisation du card holder. Pour faire ça. Alors après, parfois il y a des marchands qui préfèrent eux prendre en main ce truc-là et demander manuellement à leurs clients d'updater leur carte. Le problème c'est qu'en fait, encore une fois, ça crée du churn. Mais nous on voit que ça marche assez bien, notamment pour les business SaaS et souscriptions, notre système de carte updater. Bonjour, donc nous on vient de choisir Stripe pour notre boutique en ligne. Donc tout ce que vous dites est génial et on l'a choisi pour ça. Sauf que en fait, les premiers retours utilisateurs que j'ai, c'est que c'est trop simple et que cette simplicité, cette fluidité, l'interface que vous avez montrée, juste voilà, on rentre 3 trucs et machin. Stripe, bon, c'est pas encore très connu du grand public hein, et j'ai beaucoup d'utilisateurs qui me disent mais non, ça fait pas sérieux. Alors notre offre est innovante, donc on a besoin de les rassurer au moment du paiement. Donc je voulais savoir si on peut complexifier un peu l'interface pour rassurer et qu'en France, ils aient oui, les visuels des cartes, tout ce qu'il faut, quoi. Parce que pour l'instant, ça ne participe pas à la réussite, en fait. Non, mais c'est une excellente question. En fait, il y a deux trucs. Le premier, c'est qu'effectivement, on a ce retour-là dans certains pays, notamment la France. Et du coup, on est en fait en train de faire de l'A/B testing pour justement complexifier un peu le truc tout en rendant l'expérience sympa. Donc en fait on est en train de bosser là-dessus et je pense que dans quelques temps on va vous mettre quelques logos de cartes, des trucs un peu plus complexes. Ouais, alors on est en train de justement on est en train de définir comment on met ça en place. Est-ce que par pays, on fixe une norme? Est-ce qu'on donne des paramètres où les devs peuvent en fait paramétrer en fait ce qu'ils veulent afficher ou pas? Ça, c'est en pleine réflexion en ce moment. Donc je ne sais pas encore dire exactement comment on va le déployer. Mais voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est en fait d'où ça vient ça. Parce qu'en fait, aux US et même au UK, on n'a pas ce problème-là. Et donc moi, je suis prêt à mettre ma main à couper qu'aujourd'hui, on a ce problème-là en France, mais que dans 5 ans, en fait, ouais, non, tout à fait. Mais dans 5 ans, en fait, c'est quelque chose qui sera on va dire, plus fluide, enfin, rentrer dans les mœurs, en fait, d'avoir une UX vachement fluide, quoi.
Aussi, un point particulier, c'est qu'on a remarqué que lorsque vous avez un business qui n'est pas encore très connu, qui est effectivement sur une innovation assez particulière, qui n'est pas forcément comprise ni connue du grand public, c'est effectivement quelques éléments de rassurance comme un petit cadenas, quelques numéros de carte. Et ça, on peut vous en fournir quelques-uns, mais c'est des images tout simplement. Mais pas de problème pour vous en donner quelques-uns si vous en avez besoin. Aujourd'hui, j'ai un site e-commerce. Qu'est-ce que ça me coûte d'installer la solution Stripe? Alors en fait, on a un prix d'entrée pour les startups qui débutent. Et puis ensuite, si vous faites déjà du volume, on en discute en fait. On a une discussion ouverte avec vous. Donc si tu es plutôt dans le premier cas, enfin non, tu as déjà une solution, enfin tu as déjà un magasin, ben, tu m'envoies un mail et puis on en parle. Mais concrètement, notre modèle de pricing, c'est un modèle de pure variable, c'est-à-dire qu'on fait payer que à la transaction réussie. Donc si toi tu fais de l'argent, nous on fait de l'argent. Il n'y a pas de frais mensuels, il n'y a pas d'abonnement annuel, il n'y a pas d'abonnement mensuel, il n'y a pas de frais de mise en place. Quand je te dis que c'est à la transaction, c'est toute carte comprise, donc c'est la carte de débit, carte de crédit, Amex, Mastercard Visa, carte premium, pas carte premium, tout ça, donc c'est assez transparent. Et le remboursement, c'est gratuit. Et d'ailleurs, comme en fait on fait payer qu'à la transaction réussie, en fait on va aussi te rembourser les frais que tu avais payés sur la transaction initiale quand tu fais un remboursement. Alors le latest state là-dessus. Donc oui, on accepte les bitcoins en France. En fait, on travaille depuis un an et demi sur donc accepter les bitcoins ultra facilement. On vient de rendre officiel le formulaire pour accepter le bitcoin aux US et au Canada. Non, juste aux US d'ailleurs. Et pour le moment, dans le reste du monde, notamment en France, où on est en bêta. Stripe Connect, ça marche comment? Stripe Connect, c'est vraiment génial. Moi, c'est mon produit préféré chez Stripe. Il y a de plus en plus de startups qui lancent des marketplaces. Donc concrètement, il y a une plateforme au milieu, il y a un vendeur, il y a un acheteur. Ça a l'air assez simple sur le papier, mais en fait, en termes de paiement, ça peut rapidement devenir un enfer. Des histoires de devises, des histoires de virements, des histoires de KYC, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut être sûr que la personne qui reçoit l'argent n'est pas un terroriste. Et donc nous, on a une équipe de douzaines de devs à SF qui ont bossé full-time sur Stripe Connect pour justement faciliter tous les paiements pour marketplace, donc pour plateforme. Très concrètement, ce que ça veut dire, c'est que vous n'aurez pas à vous soucier de toutes ces questions que je viens de vous, toutes ces features, toutes ces options que je viens de vous raconter, l'histoire de KYC, comment est-ce que je gère les virements, comment est-ce que je fais si en fait le numéro de compte bancaire est pas bon. C'est vraiment c'est très fort. Je ne sais pas s'il y a un côté plus spécifique à ta question, mais en gros, c'est une solution clé en main pour Marketplace. Donc on te résout les problèmes de KYC, mais aussi de flux financiers, parce que comme vous le savez sûrement, détenir des comptes pour de l'argent pour compte de tiers, c'est un truc qui est de plus en plus suivi et poursuivi. Mais ces problématiques-là et toute la mécanique qu'il y a derrière, ça vous évite de tout construire en interne et d'avoir les licences en interne pour le faire, et c'est la solution clé en main. Donc vous focalisez sur votre produit, mais toute la partie paiement, elle est gérée par Stripe et rien ne touche vos comptes, donc vous n'êtes pas en situation d'être audité ou quoi que ce soit comme une marketplace qui détient de l'argent pour compte de tiers. Ouais, c'est une API, pardon, ouais, tout à fait. La solution, c'est une API. Bonjour, je voulais revenir sur une startup qui utilise Stripe depuis peu, qui s'appelle GetMagicNow. Et en fait, c'était pour connaître un petit peu les détails du process de l'utilisateur. Donc en fait, d'après ce que j'ai vu, l'utilisateur, quand il fait une demande à cette startup, on lui envoie un formulaire Stripe d'inscription. Donc ces données ensuite vont dans le dashboard en fait de GetMagicNow. Et si l'utilisateur fait Remember Me pour se souvenir de ses identifiants,
Est-ce qu'on peut directement aller se servir sur le dashboard, donc sur le compte client, parce que j'ai vu que du coup, pour valider une commande, on n'avait besoin que de dire oui, je valide, et à ce moment-là, il n'y avait pas de deuxième, il n'y avait pas de plateforme de paiement, on ne redemandait pas à l'utilisateur de valider son paiement, et on disait juste oui, je valide, et voilà. Donc je voulais avoir un peu plus de détails sur ce processus par rapport à cette startup. Alors pour donner un peu de contexte à ceux qui ne connaissent pas, Magic, c'est une startup assez géniale qui vient de sortir là, qui est à YC. C'est un service de conciergerie par SMS. Donc là, ça a l'air assez banal comme ça. Mais concrètement, ce que ça veut dire, c'est que vous lui dites j'aimerais avoir 3 voitures rouges qui passent devant chez moi dans 10 minutes et je suis prêt à me mettre le prix à payer. Ils le font. Et il y a des gens qui ont poussé la logique assez loin, qui ont commencé à leur demander moi, j'aimerais bien avoir un éléphant qui vient chez moi pour The Family. Je crois que l'éléphant, je ne suis pas sûr qu'il l'ait fait, mais c'est un peu l'idée, quoi. Donc là, en gros, comme vous vous doutez, puisque c'est un service de conciergerie, dont ils ont besoin, c'est en fait se souvenir des informations de paiement des utilisateurs pour pas qu'ils aient à chaque fois à rentrer leur numéro de carte. J'ai pas en détail vraiment en tête le flow qu'utilise Magic, mais le flow que nous on recommande, c'est en effet de rentrer une seule fois les informations de paiement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où votre utilisateur a payé, vous avez ce qu'on appelle un client dans votre tableau de bord Stripe, et ça permet, autant que vous voulez, de lui faire un nouveau paiement en fonction d'une action qu'il a faite, typiquement demander qu'un éléphant vienne. Et après, en fait, tu évoques une fonctionnalité qui est le Remember Me. En fait, aujourd'hui, on a deux fonctionnalités pour mémoriser les cartes. En fait. On a une fonctionnalité qui est liée au marchand, à un marchand, qui est, tiens, toi, tu es Uber, tu veux que le mec il rentre ses numéros de carte une fois et tu veux le mémoriser pour que les fois d'après, il fasse du one-click payment. Ça, c'est un truc que tu peux très facilement faire avec Stripe. On a un deuxième truc qui est le niveau d'après, qui est le fameux Remember Me, que vous pouvez désactiver en tant que marchand, hein, ce n'est pas un problème. Mais concrètement, si l'utilisateur clique Remember Me, en fait, ces infos bancaires seront mémorisées par Stripe cross-marchand. Donc si le mec, après, il va acheter un produit sur je ne sais pas quel autre site qui se trouve utilise Stripe, mais il n'aura même pas besoin de rentrer ses infos de carte bancaire. Et dans un marché comme les US ou le UK ou bientôt la France, où en fait on a une part de marché qui est énorme parce que c'est des marchés assez matures pour nous. En fait, vous avez, en tant qu'utilisateur final, vous avez une chance sur 4, une chance sur 5 de tomber sur un site en fait, qui est plugué à Stripe et donc qui a peut-être déjà vos infos de par ailleurs et donc d'aller encore plus vite et de rendre le truc encore plus vite. Donc il y a un effet réseau en fait, il y a un network effect avec cette fonctionnalité-là. C'est pour ça qu'on a rendu cette fonctionnalité-là turn off ou turn on selon ce que tu veux. En tant que marchand, tu peux la proposer ou pas. Ah oui, l'utilisateur a toujours le choix. Par définition, l'utilisateur a toujours le choix. Mais même le marchand, si en France le marchand il se sent pas à l'aise pour même proposer ça à son utilisateur, il peut le désactiver en fait. On l'identifie en fait avec un numéro de téléphone et un SMS envoyé. Bonjour, je voulais poser une question encore une fois sur la simplification ou la complexification du process de paiement, surtout quand on est une jeune boîte. Moi j'ai une marketplace et on se pose la question si on met le 3DS, on ne met pas le 3DS. Moi j'ai toujours pensé que c'était une bonne chose parce que je ne voyais pas pourquoi les gens nous feraient confiance et du coup on va sur un site que les gens commencent à connaître, ils ont leur numéro de téléphone, ils cliquent, ils reçoivent un SMS. J'aurais aimé avoir votre retour d'expérience là-dessus et si oui ou non il faut l'implémenter ou justement le laisser tomber rapidement. Toute la philosophie Stripe, en un mot, toute la philosophie Stripe et de l'UX et le flow et ne pas rediriger sur un site tiers et avoir une UX sympa qui est visible sur une page sur ton mobile, enfin tout ça va à l'encontre du 3DS. Les interfaces des années 80, enfin bref. Donc
Le 3DS en termes de conversion, c'est un conversion killer et je crois que c'est une surprise pour personne. Et on parle, c'est très difficile d'avoir des chiffres très concrets, mais on parle entre 5 et 40% de conversion en moins selon les sites. Maintenant, il y a des sites, comment dirais-je, notamment dans l'économie collaborative. Alors, donc, pour finir là-dessus, nous aujourd'hui, 3DS, on ne le propose pas pour ces raisons-là. On sera peut-être très très bientôt en mesure de le proposer à des clients très spécifiques parce qu'ils ont des besoins très spécifiques. Exemple, consommation collaborative. Tu peux imaginer, par exemple, dans l'espace de la location de voitures peer-to-peer, que tiens, je te loue ta bagnole, mais en fait, quand même, j'aimerais bien être sûr que c'est ta carte bancaire, parce que sinon, si tu te barres avec ma bagnole, je la reverrai plus et j'ai aucun recours. Donc, mais ça, c'est pas tant sur le paiement en fait, c'est sur l'identification de la personne. C'est pour être sûr que cette personne-là, j'ai un truc qui me lie à cette personne-là. Donc, c'est pas tant une problématique de paiement dans ce cas-là, c'est plutôt le 3DS devient un outil pour l'identification de la personne. Donc, nous, on est en train de développer le 3DS pour ce genre d'usage-là. Par contre, on le déconseille fortement sur de la transaction et on a de bonnes raisons de croire qu'il y a pas mal d'outils anti-fraude aujourd'hui, chez Stripe ou ailleurs, qui se pluguent et qui font plus que bien le boulot que le 3DS. Donc il y a des solutions type Riskified, il y en a 3-4 qui sont sur notre site, qu'on répertorie sur notre site, qui vous permettent de résoudre ces problèmes-là. Assez bien. Ça répond à ta question ? D'accord. Sache que tu n'es pas le seul à réfléchir à ce sujet-là. Ouais. Alors, le micro-paiement, il y a deux problématiques. Il y a une problématique de coût, de pricing, qui est celle que tu évoques, et il y a une problématique de conversion. J'en toucherai deux mots après, même si Olivier en a déjà touché deux mots. Je vais y revenir. Alors, le pricing, je pense qu'encore une fois, ça rentre dans la même dynamique que monsieur, qui a déjà des volumes sur son site, et il va m'envoyer un mail, on va en discuter du pricing. Si tu as une problématique micro-paiement, c'est la même logique. C'est-à-dire que nous, par souci de simplicité, on communique sur un prix d'entrée. Maintenant, on comprend très bien qu'il y a pas mal de cas sur la planète, par exemple des non-profit aussi, en général on fait un effort parce que c'est le genre de truc qu'on a envie de soutenir. Et le micro-payment, c'est une problématique spécifique, tu nous envoies un mail et tu nous dis voilà, micro-payment, c'est en moyenne 1 euro, et nous on va voir ce qu'on est capable de faire. Ça c'est la partie pricing. En fait, c'est lié à tout le process financier qu'il y a derrière en fait. En fait, quand on voit, je ne vais pas vous faire le life cycle d'une charge parce que ça va ennuyer tout le monde et tout le monde a faim. Mais concrètement, il y a un coût fixe. En fait. Stripe, en fait, sans même parler de nos coûts fixes, il y a un coût fixe qui nous est répercuté par des Mastercard, Visa, les banques émettrices, les banques acquéreuses. Encore une fois, je ne vais pas vous faire le dessin. Mais il y a une structure de coût fixe derrière. Ce n'est pas comme si c'était 0 plus un pourcentage. Deuxième point qui est le point conversion, pour moi, Olivier en a déjà parlé, mais tu as déjà parlé d'Apple Pay et concrètement des outils qui te permettent de faire du micro-paiement. Donc toi, c'est du one-click payment qu'il te faut à un moment parce que jamais tu feras payer les gens en rentrant un numéro de carte pour payer 1 euro. Concrètement, on essaye, le problématique du micro-paiement, c'est d'essayer de refléter ce qui se passe dans l'offline. Offline, tu payes 1 euro sans problème. Ta boulangerie, tu payes 1 euro sans problème. Online, tu ne le fais pas parce que rentrer numéro de carte et donc il y a une vraie problématique de one-click payment. Ce qui nous laisse penser que Apple Pay en fait va permettre de libérer tout un tas de nouveaux business sur le web. Parce que c'est une manière hyper simple en fait pour un business qui fait du micro-paiement de se lancer. Ouais, Stripe en fait est le partenaire privilégié aux US d'Apple sur Apple Pay. Donc en fait concrètement ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu utilises aujourd'hui Stripe
comme solution de paiement pour ton site web, pour ton appli, pour ton site sur mobile, etc. En rajoutant une ligne de code, en fait, tu peux rajouter le bouton Apple Pay et te faire payer via Apple Pay. T'as rien à faire. T'as rien à faire. Alors, ne serait-ce que la langue, si tu vas en France et que ton formulaire est en français, ce que je te recommande d'ailleurs, parce que sinon les Français ont du mal à payer, mais t'as rien à faire. Tu peux tout, et c'est ce que c'était un peu l'objet de la fin de ce que je disais, qui est en fait, tu parles des US, mais en fait c'est le cas partout. Tu peux te retrouver sans le vouloir à vendre un Chilien et tu seras très content. Alors ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des banques des disputes. C'est des chargebacks. C'est-à-dire concrètement, un client va dire bah, moi je ne comprends pas, je n'ai jamais fait ce paiement, je vois sur mon relevé de banque qu'il y a marqué boutique XYZ, donc je fais opposition, et là il y a une procédure qui se met en place. Traditionnellement, les marchands ils étaient un peu laissés pour compte, c'est-à-dire qu'ils devaient se débrouiller pour constituer un dossier, ils ne savaient même pas trop ce qu'il fallait mettre dedans, des logs, des échanges par email qu'ils avaient eu avec les clients. Nous, avec toutes les datas qu'on a eues sur les disputes, en fait, on a fait maintenant un processus qui vous permet de constituer le dossier qui, historiquement, le type de dossier qui a eu le plus de chances d'avoir du succès pour prouver que c'est bien le client final qui a effectué le paiement. Concrètement, les échanges par email que vous aurez avec lui, vous permet d'uploader et de mettre facilement dans votre dossier des reçus pour Chronopost ou n'importe quel livreur, des logs, et donc tout ça en fonction du type de produit que vous vendez, c'est assez bien fait sur le tableau de bord Stripe. Du coup, c'est fait pour pallier l'absence de 3DS, ce système-là, ou parce que qui assume la fraude d'un point de vue du marchand, par exemple? J'ai une marketplace, j'ai pas le 3DS, la banque se retourne vers moi en disant c'est vous qui avez processé. Enfin, comment ça se passe? En fait, il n'y a rien de systématique. Ça veut dire que la banque elle va regarder le dossier, elle va faire effectivement, vous avez échangé des mails avec le client et on voit que le log, que l'adresse de livraison, c'est l'adresse de mon client. Bon, effectivement, je pense que le client s'est juste trompé et qu'il a mal reconnu le card statement. Après, si effectivement il y a eu fraude, et encore une fois, ça arrive quand même assez souvent, là, effectivement, c'est la marketplace ou le site marchand qui assume le coût derrière. Mais tout l'arbitrage, en fait, il est entre augmentation du taux de conversion sans 3DS et coût de la fraude, quoi. Et donc, sans le 3DS, tu peux maximiser, tu peux mettre des outils en place, mais tu as aussi, toi, en fait, un énorme boulot. Tu vois, parfois, quand tu as l'identification de tes clients, demander 2-3 trucs qui te permettent aussi. Parce qu'en fait, personne ne connaît mieux son client que toi. Moi, je connais moins bien mon client que toi, tu ne le connais en fait. Donc toi aussi, tu as une intelligence entre guillemets à jouer là-dedans. Nous, on est ravis de donner des tips et en fait, on va passer pas mal de types de sites ou de business models et donc on commence à avoir l'habitude des trucs qui marchent moins bien et on aide. Plus récemment, on a aidé un client à réduire sa fraude, un client français de pas mal. Ouais, je vais essayer de communiquer, mais on peut en parler quoi. Donc tu laisses une caution avant de payer. Pour entrer dans le détail, en fait, lorsque vous faites un paiement en ligne, il y a 2 étapes. Il y a ce qu'on appelle l'autorisation et la capture. La plupart du temps, en fait, les 2 étapes, elles sont fusionnées, c'est-à-dire que vous mettez votre numéro de carte et directement, vous enlèvez en haut de votre compte en banque. Après, la plupart des services de caution, ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils distinguent ces 2 étapes. C'est-à-dire que, imaginez, vous allez louer un appartement de vacances et vous avez une caution à 1 000 €. En fait, le service de paiement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer une autorisation de 1 000 €, mais pas la capturer. C'est-à-dire que le client ne verra pas sur son compte bancaire moins 1 000 €. Par contre, le marchand, quand il voudra, il aura la possibilité effectivement de se dire maintenant, cette caution, je la veux finalement, et donc j'ai le droit en fait, de débiter 1 000 € de ce compte. Exactement. Et voilà. Et on n'a plus besoin de l'input de l'utilisateur pour ensuite capturer la caution.
Oui, et c'est en fait quand on y réfléchit, c'est pour les cautions traditionnelles, pour les locations, mais pour Kickstarter, en fait, c'est aussi ce qu'ils font. C'est-à-dire que ça dépend. Si vous citez une société, oui. Après, si tu es entrepreneur, non. Tu peux aussi créer un compte et accepter les paiements. Ouais. Exactement, juste avec un RIB. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que typiquement, si tu fais une autorisation de 1 000 €, tu pourras capturer jusqu'à 1 000 €, mais si tu décides que tu veux capturer que 200 € parce que location partielle, pas de problème. Nous, on a... C'est effectivement une question de la comptabilité à laquelle on ne pense pas beaucoup au départ, mais qui peut rapidement devenir assez problématique. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour la comptabilité? Est-ce que Stripe a des fonctionnalités in-house ou est-ce que peut-être des services qui seraient utiles, des recommandations? Nous, on vous donne pas mal de documents en fait, qui vous permettent de faire votre comptabilité, c'est-à-dire qu'on vous permet d'exporter facilement tous les paiements, tous les virements qu'on vous a fait, on les regroupe par mois avec tous les remboursements. Après, on ne substitue pas un comptable. Ouais, après, comme en fait, on a parlé de plateforme un peu plus tôt dans la présentation, donc en fait, nous, on ne va pas être un comptable ni un service de compta. Par contre, on va vous filer tous les outils pour votre réconciliation. Et en fait, il existe un nombre important d'applications qui sont développées sur Stripe et qui font ça pour vous, en fait. Donc, en fait, une partie de la réponse, c'est oui, en fait, on fait ça. C'est pas nous directement, c'est des applications. Moi, on n'a pas le droit d'en recommander certaines plus que d'autres. Maintenant, tu tapes ça sur Internet, Stripe Connect, Accounting, tu en trouveras. Maintenant, il en existe des très très bien, dont certaines qui sont dans la salle. Et donc, vous pouvez demander aux gens de The Family s'ils connaissent des gens ou des services qui font ça, et ils sauront vous orienter assez bien. Alors aujourd'hui, en France, on ne fait pas encore de prélèvement par RIB. En France, on ne fait pas encore de prélèvement par RIB. Ce sera le cas dans très peu de temps. Je ne peux pas communiquer sur une date, parce qu'on aime bien faire du teasing. Non, non, je ne peux pas communiquer sur une date, mais c'est un truc qu'on va bientôt sortir. Et de la même manière, en fait c'est lié à... Même si en France, ce n'est pas le truc le plus développé, en fait, en Allemagne, c'est hyper développé, ce genre de choses. Donc, comme on ne regarde pas que la France, c'est aussi un truc qu'on développe pour là-bas, quoi. Donc ça fait complètement du sens. Alors aux US, c'est 2 jours, au UK, c'est 3 jours ou 4. En France, pour l'instant, c'est 7 jours. Ouais, on est en train de bosser là-dessus. Ouais, on est en train de bosser là-dessus. Alors, je pense qu'on a passé pas mal de temps sur la presse à parler des solutions qui redirigent vers un site tierce, qui en l'occurrence est une marque B2C qui veut créer une relation avec ce consommateur qui pour autant est le vôtre et qui vous le prend et qui souvent ne vous le rend pas. Je pense qu'on ne l'a pas écrit sur la slide, mais juste, pour nous, c'est le gros truc. Et pour ne pas révéler trop de secrets, la fameuse slide où on disait These guys won 17% of conversion rate, c'était par rapport à une solution en jaune, américaine en jaune, quoi. Donc ouais, donc juste, pour nous, l'énorme truc là, il y en a plein d'autres, mais l'énorme truc, c'est de maîtriser ton expérience utilisateur du début à la fin, que l'utilisateur n'ait qu'une marque en tête tout au long du process, c'est la tienne, et que personne ne vienne te piquer de sa marque, et by the way, ça t'augmente tes taux de conversion. Donc tu es tout bénef. Et by the way, en termes de coût, tu t'y retrouves pas non plus.
On est bon? Merci beaucoup.